Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est le premier bloc numéro 100. Et oui, ça fait une sacrée page que l'on tourne aujourd'hui et on voulait marquer le coup. Alors vous nous entendez un peu évidemment si vous nous écoutez en radio, et puis si vous avez la chance d'avoir un lecteur vidéo, et bien peut-être nous découvrez-vous maintenant en vidéo. C'est un petit test, c'est un essai qu'on va faire, mais qu'on va surtout essayer de faire durer dans le temps à l'avenir. Donc le premier bloc qui aura également sa version vidéo. On est heureux de vous retrouver, émission numéro 100, messieurs. Eh bien d'abord, on va les saluer, Laurent Perroton et Christian Ponty. Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez trouvé un numéro, un joueur qui portait un numéro 0, quoi? Bon, il y en a quelques-uns. Il y a eu des gardiens qui avaient le 0. Ouais, il y en a quelques-uns, puis il y a des joueurs, des fois. Par exemple, alors donnez-moi le nom. Non, mais j'ai pas de nom, mais par rapport à leur niveau de jeu. Ah, moi, ce que je veux, c'est un nom, Christian Ponty. Moi, je sais pas, mais il y a plein de gardiens qui étaient 0. Non, mais par ça, il y a juste un truc qui me revient à l'esprit dans ce que tu viens de dire, Philippe. On peut plus dire bonsoir, parce qu'avec les vidéos, on va voir qu'il fait pas nuit. Exactement, c'est vrai. Mais on n'est pas toujours en direct, on l'a dit depuis toujours, que effectivement, c'est une émission qui est enregistrée souvent l'après-midi ou même en matinée chez notre ami Philippe Neubüller qui est en train de nous... Souriez, on est pris en photo. On est pris en photo. Voilà, on le salue. Et effectivement, messieurs, Philippe Neubüller qui nous accueille aux têtes de course lors de chacune de ces émissions. D'ailleurs, on va peut-être même le découvrir à côté de Christian Ponty. Allez Philippe, allez à côté de Christian. On va faire un petit coucou. Voilà, le voici. Et puis surtout, on va lui faire de la pub parce qu'il nous reçoit tout le temps et on mange super bien parce qu'on vient de manger. Absolument. On a bien mangé. On a très bien mangé. Votre avocado, il est parfait. Merci. Et là, vous avez un nouveau supporter du HC Bienne. Ouais, c'est vrai que voilà. On va pas parler de Genève Servette tout de suite. Ok, voilà messieurs. Donc c'est parti pour cette émission 100 avec, je vous l'ai dit, Laurent Perroton que l'on retrouve. Allez, on le cherche, Laurent Perroton. Voilà, il est sur la gauche de l'écran. À droite, vous avez Christian Ponty. Ce sont nos deux super consultants. Messieurs, on commence par quoi? Casque d'or. Casque d'or. Ouais. Qui commence? Je vais honneur à Christian. Alors honneur à Christian, allons-y. Honneur au plus ancien. Allons-y. Okay. Christian, c'est pour vous. Alors moi, mon casque d'or, je le décerne à Tristan Chervet pour sa formidable prestation hier soir avec Berne. Moi, je trouve qu'il y a quand même un truc qui est incroyable, c'est que c'est un gars qui se réveille chaque fois en play-off au bon moment. Et là, honnêtement, dans un match où Zug avait pris le dessus, il a redonné l'espoir et surtout la victoire à Berne. Et puis ils sont quand même allés chercher ils ont récupéré l'avantage de la glace. Et donc pour moi c'est Chervet taille patron. Et puis je pense que c'est vraiment un joueur qui a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir en ce moment dans leur équipe. Ok, ça c'est donc pour Christian Ponty. On va maintenant écouter le casque d'or de Laurent Perroton qui a eu l'habitude de nous surprendre ces temps-ci. Est-ce qu'on va être surpris? C'est possible. Julian Cervigno. Vous connaissez très bien. C'est le même que moi. J'étais certain, en choisissant ça, qu'on aurait quelque chose de différent. Alors moi, j'ai pour son édito sur la Swiss League dans Arc Info, pardon, où il explique le manque de considération de la National League pour la Swiss League. Il rapporte également que certains observateurs affirment que dans la finale d'aujourd'hui entre Chaux-de-Fonds et Getseka, compte pour du beurre, il parle d'une finale d'opérette. Et il conclut que ce manque de considération est aussi navrante qu'absurde. Il a complètement raison, mais faisons l'avocat du diable. Je suis un observateur et j'aime beaucoup la Chaux-de-Fonds. Mais la finale d'aujourd'hui ne m'intéresse pas pour deux raisons. La première, pas d'équipe avec l'obtention de licence et la possibilité de faire une promotion-relégation en National League. Et la deuxième est due aux affaires extrasportives de la Swiss League avec une certaine lassitude. Quelle solution ?
La Ligue, une ligue semi-professionnelle géographique réunissant la Swiss League et la My Hockey League. 18 clubs, 2 poules de 9. Donc ça pourrait faire des 16e, des quarts, des demi et des finales en best of 5. Et les 2 derniers, 17 et 18, en best of 5 pour la relégation. Évidemment, avec des règlements imposés concernant la formation, voire des règlements imposés concernant le salary cap et les budgets. Les grands gagnants seraient la National League, la formation et la crédibilité de ce championnat. Les grands perdants seraient les gros clubs de Swiss League, tels Chaux-de-Fonds, Holton, Viège et Sierre, qui ne pourront plus accéder à la National League tant que le gap sera grandissant chaque année. Ouais. Voilà un petit peu la réponse. Pourquoi moi je m'intéresse un petit peu moins. Mais Julian a complètement raison sur son édito, je l'ai adoré. Et c'est vrai qu'on respecte pas trop la formation en ce moment. Ouais, tout à fait d'accord. C'était également mon casque d'or à Julian Chervigno de Arc Info. Un avis sur le sujet, Christian Ponty ? Ouais, mais pas tout de suite. Pas tout de suite ? Non. Bon, alors on verra ça tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, il nous fait déjà des cachotteries. Bon, alors allons-y avec le casque de plomb, à moins qu'il accorde le casque de plomb à Chervigno, on sait pas. Alors moi, je vais vous parler de mon casque de plomb. Ouais, alors allez-y, casque de plomb de Christian Ponty. Pour le manque de considération des dirigeants de la Nationale Suisse qui décident des critères pour accéder à la National League sans consulter les clubs de Swiss League. Excellent papier de monsieur Julian Chervigno. On y revient. Certains observateurs, notamment des journalistes, ont qualifié la finale du HSC de finale pour beurre ou finale d'opérette. D'opérette, il me semble que ça ressemblerait peut-être à Klaus Zone. Exact. Mais moi je dis comme on l'a dit souvent avec Laurent, être champion dans une catégorie, quoi que ce soit, quelle que soit la catégorie, c'est très dur et ça marque une carrière sportive de n'importe quel joueur. Ça crée des souvenirs. Exactement. Donc ça ne mérite pas d'être qualifié de finale d'opérette. C'est un manque de considération énorme. Ensuite, je pourrais rappeler quand même que nous, au niveau de la Suisse, si on avait un exemple à suivre, pour nous, c'est la Finlande. Donc je trouve que voilà, quand on voit comment la deuxième division finlandaise forme des jeunes avec de l'or, de les mondiaux U18, U20, et puis nous, la National League regarde la Swiss League de haut avec un dédain, je trouve. Franchement, c'est pour ça que je dis que je suis d'accord avec le papier de Julian. Moi, je dénonce justement l'attitude de la Ligue. Et puis, je voulais quand même préciser une chose. C'est le parcours extraordinaire des Getseka Lions et c'est des Lionceaux. Et eux, ils la jouent à la finlandaise. Ok, peut-être qu'ils ont des moyens, je veux bien, mais en attendant, qui c'est qui aurait dit que Getseka allait être en finale et en plus sortir Holton. Donc voilà, pour moi... Ça fait 2 ans que ça va de mieux en mieux. Oui. C'est vrai que, mais c'est juste pour dire que d'habitude, un farm team... c'est très rare. Mais ça veut dire aussi que la Ligue a changé quand même. Exact, mais... En fait, ce que je trouve super intéressant dans cette histoire, c'est que finalement, la National League regarde ça avec un côté très élitiste. Il n'y a pas de considération, on le sent, il y a beaucoup d'argent en haut, en dessous, on s'en fout. Et puis, c'est pour ça que je vais dans le sens de Chervigno par rapport à... Mais moi, en fait, j'utilise l'article de Chervigno pour finalement critiquer la politique de la National League vis-à-vis de la Swiss League. Ouais, ça on avait bien compris, voilà. Christian Ponty. Bon, finalement, alors ce papier que j'ai pensé avoir déniché comme ça, et qui n'était pas très long, je me suis dit, tiens, ils vont pas le voir. Tout le monde est tombé dessus. On travaille, monsieur Ducaro. Oui, excusez-moi. Peut-être quand même préciser un truc sur Chervigno, c'est qu'il a arrêté d'écrire depuis que son fils est... Non, mais c'est important. Ouais, bien sûr. C'est important parce qu'il y a du respect pour ça. Parce qu'il y a du respect par rapport à ça, parce que justement, il n'est pas jugé parti là. Son fils est gardien. Deuxième gardien de la Chaux-de-Fonds derrière Oslund. Okay, exactement. Ok. Bon, ça, voilà. Alors, il y a unanimité sur le casque d'or pour cette semaine. On va passer au casque de plomb. C'était mon casque plomb. Lui, c'était son casque de plomb. Moi, je dénonce l'attitude de la Ligue à travers du papier de Chervigno. Bon, alors, casque de plomb. Je continue ? Allez-y. J'y vais. Alors, le casque de plomb, c'est pour Mike Kunsley. Vous m'avez copié. Bon, alors allez-y, vous serez plus complet que moi parce qu'on a les mêmes arguments. Non, mais moi c'est peut-être pas la même façon de voir les choses. Mais voilà, moi vous allez donner votre sentiment, mais moi, à Mike Kunsley exactement. Alors, ton attitude, ton body language, tes actions négatives sur la glace qui pénalisent ton équipe, comme si tes 6 dernières années passées à Bienne ne sont pas importantes à tes yeux. Et Mike, wake up. On va te rafraîchir la mémoire. Après ton arrivée à Bienne, tu as progressé grâce à qui et à quoi ? À ton temps de jeu, à ton rôle, et donc tu as pris de la confiance. Et surtout, aux coéquipiers et aux différents staffs. Et surtout à ton directeur sportif.
Tu as été de plus en plus dans la lumière et cela t'a permis d'être régulièrement appelé dans l'équipe de Suisse grâce au HC Bienne, son jeu prôné et ta mise en valeur et ses résultats. Tu as signé à Zug depuis de nombreux mois, mais finis comme il se doit en étant pro. Ne fais pas le mercenaire de base parce que tu seras rattrapé par le karma du hockey. Et Mike, move your feet. Pars en senior pour montrer de la gratitude à ton directeur sportif et entraîneur Martin Steinegger. Pour conclure, Mike, step up your game. Ah voilà. Il le méritait, hein. Non, mais parce que la pénalité. Non, mais déjà la première pénalité, le match là, il est à 2 à l'heure, il est nonchalant, alors qu'il est 1 contre 3, ils prennent le premier goal là-dessus. Là, hier, ok, c'est compliqué, Satiri prend un mauvais premier goal, mais ils sont encore dans la game. Et là, il va prendre une pénalité en zone offensive et ça amène le 2-1, voire le 3-1. Et ça perd la game. Et quand on voit Steinegger, qui est quelqu'un qui est proche de ses joueurs, qui adore ses joueurs, la déclaration qu'il fait après, ils sont excédés par l'attitude de Kinsley. Et dans certains matchs, moi je l'observe, vraiment, il en a rien à carrer. Ouais. Donc ça, c'est inacceptable parce que s'il a un gros contrat à Zug, c'est grâce au HC Bienne, grâce à la ligne Kunti-Brunner, grâce au jeu Prôné qui l'a mis en valeur et qui lui a permis de jouer dans l'équipe de Suisse. Ouais. Christian Ponty, aujourd'hui, je crois que c'est dans le matin justement, par rapport à ces 2 fautes de Brunner, il y a de Kinsley, pardon, on a le sentiment que le journaliste lui-même n'y croit pas trop et qui dit que les joueurs eux-mêmes n'y croient pas trop. C'est Cyril Pache. Oui, c'est Cyril, voilà, exactement. Vous avez ce sentiment aussi aujourd'hui que, en raison notamment des erreurs de Kinsley qui font que Bienne est mené 2-0 dans la série, est-ce que les joueurs n'y croient plus vraiment? Non, moi je crois qu'il y a quand même aussi un facteur, c'est la fatigue, ils sont cuits. Mais ce que disait Laurent, c'est incroyable, il a réussi à énerver Stoney. Ouais, mais sauf que Stoney précise également que la plupart de ces joueurs, ils ont tous été blessés à un moment ou l'autre de la saison. Ils ne sont que 2 à avoir plus de 40 matchs cette saison. Non, mais alors, moi ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 2 semaines, ils étaient 11e. Et ils ont beaucoup bossé, je parle psychologiquement, puis ça, je pense qu'ils le payent quand même. Après... Ouais, mais forcément. Parce que le problème, c'est que pour moi, c'est pas hier soir qu'ils loupent le coche. À Zurich, ils font un très bon match. C'est ça, à Zurich, ils doivent gagner. Et c'est Malguin qui les tue. Ouais, c'est Malguin qui les tue. Parce que là, honnêtement, s'ils font l'exploit, alors là, on peut encore discuter. C'est ça. Parce que peut-être qu'ils ont encore l'énergie pour passer un tour. Mais là, la force, la qualité, la profondeur de Zurich les a tués. Puis le match, il le tue en 2 minutes hier soir. Ouais, bien sûr, mais il le tue. Mais c'est vrai qu'il donne les jokers aux autres. Voilà, il donne le premier joker à Zurich alors qu'ils avaient bien commencé. Et puis plus le match avançait, plus dans le contenu, ils étaient dominants. Et finalement, hier, ils peuvent égaliser, même s'ils font pas un très bon match, même si tu sais contre Zurich, tu vas être dominé. Ouais. Et ben, Kinsley les tue encore une fois. Et ok, ça peut arriver de prendre des pénalités, mais c'est surtout l'attitude. C'est ça, il n'a pas l'humilité. On voit même qu'il est presque excédé. Alors, tu sais très bien que tu ne dois pas donner des pénalités. Et si Stoney en conférence d'après-match, il parle comme ça, c'est que vraiment il est excédé aussi. C'est vrai. Bon, voilà, ça c'était donc nos casques d'or et casques de plomb pour cette semaine. Avant d'enchaîner avec les playoffs, on va quand même les questions. Hein. J'en ai reçu 3 ou 4 là. On va commencer. Alors, les Vaudois se sont bien manifestés cette semaine. Alors, je prends mon petit papier là, je suis obligé parce que et en plus de ça, maintenant, je dois vraiment mettre les lunettes. Hein. Le grand âge, l'expérience, tout ça. Voilà. Alors, Franck de Lausanne nous demande si on peut comparer la MyHockey League au Junior U20 et se demande si finalement on ne pourrait pas faire un championnat commun. Qui veut répondre ? Je vais commencer. Non, absolument pas. Les juniors élites, pour moi, on a déjà parlé plein de fois dans cette émission, mais l'exemple, c'est la Finlande. Donc ça veut dire que quand vous êtes un bon junior élite, vous êtes déjà plus en junior élite. Donc c'est les très très jeunes, il y a des gars de 16 ans, etc. Et le fait de jouer avec des adultes va te faire progresser. Mais le problème, c'est que dans cette junior élite là, aujourd'hui, si vous prenez une équipe de junior élite qui joue contre une équipe de MySport, j'ai eu le cas quand j'étais entraîneur en préparation, il y a un monde, il y a un monde d'expérience, il y a un monde physique, il y a un monde tactique, il y a un monde aussi individuel d'expérience. Enfin, il y a tout et il y a des gros différences. Et en fait, tellement il y a une différence, les jeunes, quand tu touches pas le puck, tu n'apprends pas. Donc les meilleurs, les intégrer avec des adultes, oui. Et le plus tôt possible, mais par contre garder ces juniors élites et ces novices élites, et pour moi une réunification entre la Swiss League et la MyHockey League avec 2 poules géographiques pour qu'il y ait des derbies
et surtout un vrai attrait, parce que lorsque vous avez un championnat à 18 clubs, c'est clair qu'il y aura différents steps dans le championnat, mais par contre ça met un championnat national avec une grosse division, avec une poule on peut dire comme Est et Ouest, peu importe. Et puis avec après tout le monde a la possibilité, à part les 2 derniers, de faire les playoffs. Donc ça peut amener ça, et puis surtout réduire les budgets, arrêter de voir des clubs dans les chiffres rouges en fin de saison, et imposer un nombre de joueurs de moins de 23 ans. Parce que pour moi, la Swiss League aussi, pourquoi en tant que formateur j'ai un désintérêt, c'est que quand je vois des équipes avec plus de 30 ans de moyenne d'âge, je vois pas l'intérêt d'une deuxième division avec des formats comme ça. Donc c'est pour ça qu'aussi il y a une lassitude, comme je vous l'ai dit. Et là, par contre, on peut absolument pas mélanger les juniors élites et la maille hockey. Christian ? Mais déjà physiquement, c'est ça le problème, c'est que la My Sport League, il y a des gars qui ont joué en Ligue nationale et qui ont un niveau encore incroyable, parce qu'ils veulent juste plus avoir les mêmes contraintes. Ou avoir un job de haut niveau avec beaucoup d'intensité, et puis de jouer en My Hockey League, ça leur permet de jouer à un bon niveau. Ouais, mais on l'a vécu, Laurent. Ouais. Et des fois, il y a des gaps énormes physiquement. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand tu mets des jeunes, des juniors élites, quand ils jouent contre des adultes, ils vont à 200 à l'heure, ils ont une grille. Souvent, tu essaies de compenser par de la vitesse, alors que de l'autre côté, il y a de l'expérience. C'est des jeux qui sont antinomiques, ça ne va pas tellement ensemble. Après, c'est vrai que je pense que l'idée, c'est vraiment de prendre les meilleurs et de juste les intégrer. Par contre, tu ne peux pas faire ça. Après, pour donner une comparaison qui a eu lieu dans le passé, souvenez-vous, il y a une année, on avait mis l'équipe suisse des U20 dans le championnat de Ligue B. Et pourtant, c'était les meilleurs U20, donc il y avait des très bons joueurs. Et ils étaient derniers quand même. Ouais, c'était l'équipe. Et puis bien dernier. Voilà, c'est ça. Ouais, il y avait Chavaya, il y avait Chablot de Lausanne. C'est juste de nouveau une histoire de gap physique. Ouais, bien sûr. C'est souvent ça. Donc voilà, Ligue d'hommes versus Ligue de jeunes hommes, et ça change beaucoup. Ouais. Non, c'est dans la formation, les meilleurs talents doivent jouer avec les adultes, mais après, t'as des gars qui sont juniors élites, mais qui vont pas aller plus haut que la première ligue. Donc ces gars-là, après, ils font leurs années juniors, ça te permet d'avoir un contingent conséquent et d'alimenter les ligues amateurs aussi. Ouais. Bien, voilà pour cette première question aujourd'hui. On va passer à la question numéro 2 qui nous vient de... J'arrive vraiment pas à me... Alamand, voilà, de Alamand, d'Isabelle d'Alamand. Elle se pose des questions par rapport à Ajoie. Elle nous dit que Ajoie l'impressionne actuellement, enfin que Julien Vauclair l'impressionne actuellement, parce que apparemment, c'est vrai, il a engagé quand même les 2 meilleurs buteurs du championnat de Finlande de la saison régulière. Ouais, c'est pas tout confirmé. Non, mais enfin, voilà. On est dans apparemment, on est dans le bon train. Il fait venir Pedretti, qui finalement, si on se base sur la valeur pure de Pedretti, c'est un super joueur qui devrait... être performant aujourd'hui, même ailleurs qu'en Ajoie, il y a quand même un passé. C'est un Ajoulot. Compte dans les buts. Et compte dans les buts. Un autre Ajoulot. Voilà, il y a quelque chose. Alors, sa question, en gros, c'était est-ce que dans mes pronostics d'avant-saison pour la prochaine saison, est-ce que je mets Ajoie avant-dernier ou même plus haut? En tout cas, j'aimerais déjà savoir dans son esprit, mais elle ne le dit pas, quel est dans son esprit le dernier. Voilà. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une progression constante. Déjà, ils ont gardé un entraîneur une saison complète qui connaît le championnat. Ensuite, Vauclair, visiblement, il ne s'acharne plus sur absolument avoir des Québécois. Il y a un trend, parce que rapport qualité-prix, ce qu'il faut aussi dire, c'est finlandais. On a vu les salaires qu'ils touchaient entre 150 et 180 000 francs. Donc, pour les 2 meilleurs joueurs du championnat de Finlande, c'est une aubaine. Après, il faut être capable de les faire venir, et il a expliqué que justement, ces joueurs-là, notamment en Finlande, c'est des gens qui souvent aiment bien plutôt les régions de campagne, enfin un peu en dehors. Il y a Itonen qui est là aussi dans le staff qui vend bien le truc, exactement. Qui vend bien le truc, donc c'est toujours pareil, c'est du bouche à oreille. Ouais, mais je pense que Vauclair fait du bon job, franchement, parce que effectivement, on a tellement souvent entendu Ajoie, pas sexy, machin. En attendant, même s'il n'y a pas de McDonald's, comme disaient certains, je pense que qui sait qu'aurait dit. Ça, c'est pas très grave. Ouais, non, mais c'était. Ouais, bien sûr. C'est du vécu. Ouais. C'est juste pour dire que même sans McDonald's, ils ont quand même réussi à monter des budgets à 13-14 millions. Pour Ajoie, c'est exceptionnel. Alors, moi, pour répondre, déjà, pour moi, aujourd'hui, directeur sportif d'un club de National League, au niveau des étrangers, c'est très, très simple. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec certains choix. J'avais parlé d'Apala qui était venu de Genève à Lausanne. Quand on va prendre Spacek à Ombry pour Genève,
On verra, c'est un excellent joueur, mais dans l'équilibre et dans les besoins, je crois qu'il est en rapport qualité-prix, même s'il y a des joueurs qui ne connaissent pas le championnat, c'est clair que tu peux te tromper, mais je crois que c'est assez simple aujourd'hui. Il y a tellement de joueurs sur le marché avec les problèmes géopolitiques que finalement c'est assez simple. Pour moi, un bon directeur sportif, évidemment, là lui il était au bénéfice de contrats à longue durée, donc c'est en train de partir, donc il va recruter ses étrangers, c'est de trouver des bons joueurs suisses. Des bons joueurs suisses qui correspondent à ton club et des bons jeunes joueurs suisses aussi. Donc là, c'est là-dessus on va avoir la réelle capacité et c'est ce que fait Estonnet en ce moment à Bienne. Il arrive à trouver des bons joueurs suisses. Pour moi, les étrangers, tu changes A par B. Des fois, tu vas y gagner en statistiques, mais tu vas y perdre dans le jeu à 5 contre 5. Enfin, voilà, ça va se compléter. On a beaucoup parlé des gardiens aussi. Ici, il y a une mode des gardiens étrangers, puis on s'aperçoit qu'il n'y en a pas tant que ça qui performent. Donc voilà, pour moi, ça, c'est pas un critère de réussite, le choix des étrangers. Plutôt, le critère de réussite, c'est d'améliorer ton équipe avec les joueurs suisses, parce qu'il y en a très peu. Avec des profils différents. Donc c'est là-dessus où Vauclair fait du bon job. Christian ? Ouais, oui et non. C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix, mais faut quand même matcher les bons étrangers. Moi, alors je me pose clairement la question de Spacek. Et Dieu sait si à Genève il se trompe rarement, mais je suis pas sûr que Spacek il va matcher avec les Finlandais. Je peux me tromper. Alors hockeystiquement parlant, c'est un brillant joueur. Il va matcher hockeystiquement, mais après, l'attitude. L'attitude, voilà, exactement. L'équipe qui gagne, c'est une équipe qui a déjà une bonne attitude entre eux. Et c'est là-dessus où j'ai mes des doutes. Voilà, c'est pour ça que moi, souvent, je mets en avant, et c'est vrai, je pense que Langnau, ils font tout juste. Et c'est pas facile de faire tout juste. Mais comme quoi, on disait tout le temps, ouais, Langnau, ils arrivent à engager des champions du monde qui sont finlandais et autres, à Joie, ils tirent dans le même train. Ouais, mais Chris, ça veut dire aussi que c'est très facile de faire venir des étrangers en Suisse parce que le confort de vie, les salaires proposés et l'attractivité du championnat fait que tu n'as même pas besoin de chercher trop. Tu as ton profil, tu te renseignes un peu sur les capacités du joueur, sur l'attitude du joueur. Mais je vais dire, aujourd'hui, quand tu vois les listes d'agents à l'étranger qui envoient les listes de joueurs en Suisse, c'est exponentiel, quoi. Ouais. Tu vois, je veux dire, tout le monde veut venir là parce que les trajets, il y a l'argent. Il y a tellement de confort. Ouais. Comme j'avais dit une fois, ça va vous faire rire, mais j'avais dit une fois, comment ça se passe en Suisse ? J'avais dit, mais c'est incroyable. Des fois, je joue à l'extérieur, je peux voir jour de foot. Mais parce que jour de foot, quand j'étais en France, je le regardais le lundi. Parce qu'avec les déplacements, c'était... Donc, c'est pour vous dire le confort qu'a le joueur suisse ou le joueur étranger dans le championnat. Non, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper dans l'amalgame. C'est juste ça. Oui, il y a des bons produits. C'est comme au marché. Mais sauf qu'il ne faut pas prendre les mauvais légumes pour faire la mauvaise recette, quoi. Oui, je suis d'accord, mais moi je trouve où je suis content que Vauclair ait cherché 2 joueurs à l'extérieur, c'est que quand je vois des transferts d'étrangers de club à club qui sont là depuis un moment, j'ai l'impression qu'on cherche un peu la facilité. C'est là-dessus où je veux en venir, tu vois. C'est-à-dire que est-ce que Spacek, joueur tchèque, il y a pas mieux que Spacek, joueur tchèque, qui voudrait venir dans le championnat. Je pense qu'en cherchant, je suis d'accord. En cherchant, on peut trouver. Je suis d'accord. Voilà, c'est là-dessus où je voulais. Mais moi, par exemple, tu vois, je parlais de Langnau tout à l'heure. Typiquement, ils avaient le joueur allemand qui est maintenant à Zug, là, qui était exceptionnel. Michaelis, voilà, c'est un bon exemple. Michaelis. C'est pas un gars qui a un gros passé de NHL et tout. Il a explosé à Langnau, il a été fantastique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont du flair. Ouais, bien sûr. C'est ça que je voulais dire. Et je pense que pour moi, en tout cas, la direction que prend Vauclair, c'est un gars qui a du flair. Voilà. Après, le 100%, ça n'existe pas. Ouais. Bon, voilà. Troisième question, merci. Troisième question, on va la garder pour un tout petit peu plus tard quand on parlera du Lausanne Hockey Club. Si vous êtes d'accord, donc je vais partir directement sur ma 4e question de Niki, qui est valaisan ou valaisanne, Niki, valaisanne. Ouais. Moi, j'imagine que c'est une dame. Ouais. Hein, quel est le meilleur joueur du monde ? Quel est le meilleur joueur du monde ? Christian Ponty. Messieurs. Le meilleur joueur de quelle époque ? Parce que... Non, mais il parle de l'époque actuelle. Aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est clair que... mais même là, si on prend les skills, c'est-à-dire les aptitudes pures, c'est McDavid. Parce qu'il n'y a personne qui traverse la patinoire et qui met des points comme lui depuis les 5 dernières saisons. Après, est-ce que pour autant tu gagnes la Stanley ? C'est ça le problème. Moi, par exemple, c'est un bon exemple parce qu'il y a des... Tu peux élire le meilleur joueur du monde sur quelle compétence. Moi, j'adorais par exemple un gars comme Marc Messier qui était Et à quel poste ? Ouais, voilà. Mais même pour dire, tu mettais Marc Messier dans une équipe, l'équipe était meilleure. Il ouvrait la bouche 2 fois. Tout le monde avait... Mais c'est vrai. Et pourtant, c'était pas le meilleur joueur tout le temps. Mais par contre, quand il fallait marquer... Je rappelle quand même que Marc Messier a dit une fois...
ce soir on va gagner pour la Stanley avec les New York Rangers, c'était totalement improbable. Il a fait gagner son équipe à lui tout seul. Il a mis le winning goal et en plus, il a rendu les autres meilleurs. Ils sont allés à la Stanley. C'était 30 équipes pour gagner. Mais tu as raison, Christian, mais je te rappelle c'est qu'on veut une réponse sur l'époque actuelle. Alors, j'ai dit McDavid pour les skills. Ok. Après, moi, allez, on va écouter Laurent maintenant. Non, je voulais juste répondre à Christian. Moi, il y a Bédard, pour moi, à l'heure actuelle, pas le meilleur joueur du monde. Par contre, celui dont on parle le plus. Il a le profil pour le devenir. Il a le profil pour le devenir. Pourquoi ? Quand on compare, moi, ce qui m'impressionne, c'est sa vista à son âge. C'est-à-dire que la vista, on parle beaucoup d'avoir un QI hockey, etc. Et lui, il en a un très développé. Mais plus t'avances en âge, plus dans le prolongement des matchs, etc., tu prends de l'expérience. Et du coup, ta vista s'améliore. Mais déjà à son âge, quand je vois les petites choses qu'il arrive à faire qui paraissent tout bêtes, je pense que lui, il peut vraiment être impressionnant. Et pourtant, c'est un petit gabarit pour la NHL. Donc, pour l'instant, moi, celui qui m'impressionne à son âge, par rapport à ce qu'il propose dans la plus grande ligue du monde, c'est Bédard. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de comparaisons avec Gretzky. Ouais. Gretzky, il était très jeune, il était très bon, il était fin. C'était pas un gars qui avait... Enfin, Bédard a des skills plus impressionnants. Ouais, bien sûr. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que en fait, ils ont dit un truc, j'ai pas mal écouté, ils disaient que lui, c'est un gars... Tu sais qu'il va pas te décevoir, tu sais qu'il va vendre du hockey, il est à la bonne place à Chicago et c'est pas pour rien que tout le monde voulait l'avoir. Et peut-être que Bédard, sur ces 10 dernières années, c'est le plus beau numéro 1 de la draft et puis c'est le plus prometteur. Et pour l'instant, sur ce qu'il a montré, il ne déçoit pas. Ouais. Vous parliez de Gretzky. Vous savez, quand Gretzky a terminé sa carrière, il avait alors un nombre considérable, plusieurs centaines de records, presque plus de 1000, je crois même, de records, parce que alors, tout est catégorisé dans NHL1. Et on remarque aujourd'hui avec les Bédard, avec les McDavid, avec les McKinnon, etc., il est en train gentiment de perdre ses records. De passer on ne va pas passer sous silence, mais disons que il commence gentiment à perdre ses records. Mais après, il y a aussi dans quelle équipe tu as joué, parce que finalement Gretzky, il a gagné que, entre guillemets, 2 Coupes Stanley, parce qu'il a été tradé à gauche et à droite. Il y a des gars aussi, des fois, quand tu restes au bon endroit au bon moment longtemps, tu peux gagner plus, et puis tu peux aussi mettre plus de goals, parce que finalement, on parlait de McDavid, il faisait partie d'une équipe qui avait 2 lignes. Et puis le problème, c'est qu'il finissait systématiquement meilleur buteur. C'est ce que Ovechkin a fait pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour, il commence. Et c'est marrant, il y a des comparatifs incroyables. Michael Jordan, c'est pareil. Quand il a compris qu'il ne devait pas être tout seul à faire gagner son équipe, il a commencé à gagner des trophées. Et c'est un peu le même principe de McDavid. Et d'ailleurs, ce qui se passe du côté d'Edmonton, c'est intéressant parce qu'ils sont en train de renforcer leur 3 et 4e bloc. Absolument. Bon, messieurs, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on aborde les playoffs maintenant ? Ouais. Est-ce qu'on enchaîne peut-être avec Lausanne ? Comme ça me permet de poser la dernière question. On va directement avec Lausanne. On va parler de Lausanne, et si on regroupe un petit peu l'analyse lausannoise avec cette question, c'est parce que c'est un point crucial, je crois, aujourd'hui dans le jeu lausannois. C'est Tonio, supporter de Lausanne, sans doute, qui nous pose la question. Comment expliquer que les buts lausannois soient souvent des buts marqués par des défenseurs? Alors à vous, Laurent Perroton. Il parle en l'occurrence du dernier match, parce que c'est pas souvent. Non. C'est quand même une défense qui est assez, assez offensive. Non, mais déjà ils ont une façon de jouer où il y a un support à l'attaque qui est phénoménal côté opposé à chaque fois. Donc il y a des possibilités sur le premier goal qui marque. C'est Suomela qui emmène tout le monde, Rochette qui est au milieu et qui laisse passer le puck pour Glauser. Ensuite le deuxième goal, c'est un peu de réussite, c'est un shoot bloqué qui revient dans la canne de Frick, qui a été le meilleur lausannois d'ailleurs, qui marque. Donc évidemment que c'est par rapport à leur système de jeu et jouer avec la deuxième vague. Mais les défenses, pour moi, Lausanne a l'une des meilleures défenses du championnat, parce que vous avez 2 étrangers qui ont un gros passé, qui se sont bien intégrés au championnat, Pilot et Juice. Et puis après, vous avez 3 joueurs de l'équipe suisse. Glauser et Linot Frick. Exactement. Et avec une paire Enner-Frick qui est très performante. Et puis Marty, qui a énormément progressé cette année. Donc vous avez un top 6 vraiment de très haut niveau, parce que Marty est très très physique. Et Genasi en 7. Genasi en 7. Yelovac, malheureusement, après une très belle saison, et fait un peu les frais, tout ça. Mais ça veut dire que aussi physiquement, il y a de la présence. Donc pour moi, c'est pas du tout étonnant par rapport à la qualité. Et on parle souvent de Glauser.
j'adore ce joueur, j'adore vraiment ce joueur, et quand je le vois à l'entraînement, j'hallucine sur la pureté technique. Il a du talent. Hein. Mais c'est encore insuffisant. Il doit faire plus, mais pour faire plus, peut-être faut lui donner plus. Par exemple, le powerplay. Une question ? Moi, je suis d'accord avec une chose, mais il faut quand même pas oublier que spécialement juste après les fêtes de Noël, les attaquants de Lausanne, ils ont cartonné. Vraiment. Si on prend Riyad, si on prend Fuchs, si on prend Boson, enfin, je veux dire, non. Jäger, Raffel. Mais le problème aussi, c'est que pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul match en play-off. Ils ont buté sur une équipe de Davos qui défensivement a super bien joué. Ils ont bien neutralisé la zone neutre. C'est pas pour rien que souvent ils ont marqué en deuxième vague, parce que justement, ils sont tellement filtrés que tu dois aller au fond, et puis derrière, tu as des pucks qui arrivent en deuxième vague, et c'est ce qui s'est passé. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas dire que pour l'instant, les attaquants de Lausanne ne marquent pas. Ils n'ont juste pas marqué sur les playoffs. Mais ce que vient de dire Laurent aussi, c'est que les défenseurs de Lausanne sont très offensifs aussi. Ça, il faut le dire. Ouais. Du coup, il faut aussi trouver un équilibre en playoff. Ils sont très offensifs, et puis ils lisent bien les coups. C'est-à-dire que quand ils viennent, c'est souvent sécuritaire, et ils ont la possibilité de recevoir le puck. Mais pour moi, la problématique, j'ai lu un petit peu toutes les comptes rendus, toutes les analyses. Moi, je suis pas forcément d'accord avec tout le monde. En fait, ce qui s'est passé, moi, ce qui m'a vraiment impressionné à Davos, c'est la façon d'anéantir le pressing de Lausanne. Ouais. Et pourquoi ? Parce que Lausanne presse 2-1-2, pour expliquer brièvement, mais quand le puck va dans un côté, le F1 il va, oriente, le F2 couvre la bande, et le F3 est de l'autre côté. Et donc du coup, si vous sortez de ce côté-là, vous avez deux joueurs, et de l'autre côté, il y a le F3 qui vient vous presser. Mais ce qu'ils ont très très bien fait, c'est qu'ils ont fait des défenses assez courts, donc Davos, et puis au moment de repartir, il y a le F3 qui arrivait, il l'a redonné à l'autre défenseur qui venait se proposer, et le F1 et le F2 de Lausanne remontaient, ce qui fait qu'à chaque fois ils étaient toujours en contre-temps, et tout le monde a dit ils ont arrêté de presser, mais ils étaient épuisés. Ils étaient épuisés parce que vous allez presser, ça part d'un côté, vous orientez tout le jeu de ce côté-là, et d'un coup ça repart derrière la cage, et puis d'un coup vous êtes en train de remonter, vous revenez, puis là il y a la passe qui arrive dans le centre de la glace, et vous prenez un 3 contre 2. Et en fait, Holden a préparé magnifiquement cette équipe. Il leur a posé les problèmes en zone neutre. Et comme ils étaient très très concentrés sur le 3 contre 3 en entrée de zone, Lausanne a utilisé la deuxième vague au premier tiers. Et après, ils ont pu moins l'utiliser parce qu'ils ont corrigé les choses du côté de Davos. Et la profonde différence, après, c'est fait sur les situations spéciales. On y reviendra après. Mais vraiment, quand j'entends les gens dire, les observateurs dire « Oui, Lausanne s'est arrêté de presser », mais en fait, ils sont rentrés dans leur tête. Davos, avec ce système, en jouant défense, retour, à chaque fois, ils étaient en contre. Et vous vous rendez compte l'intensité que vous mettez quand vous allez presser, que vous revenez, vous repartez, vous revenez. Au bout d'un moment, et peut-être que là aussi, au niveau de l'efficacité, la lucidité t'en prend un coup. Donc tout le monde a pensé qu'ils étaient un peu mous, qu'ils avaient la pression. Non, ils ont fait un excellent premier tiers, mais ils ont été, fur et à mesure, bouffés par la tactique et l'adaptation au pressing de Lausanne. Ouais. Pour compléter, moi je dirais que Davos a gagné la bataille de la zone neutre. Et puis haut la main. Et le problème, c'est comme dit Laurent, c'est un système très énergivore de forechecker à 2. Et puis surtout, derrière, tu prends le risque d'être puni par le jeu vertical sur les contre-attaques de Davos, parce qu'ils vont hyper vite. Et même encore un Ambul, il était en mode playoff, c'était impressionnant. Et c'est vraiment, je dirais un petit peu historique. C'est un peu les restes du jeu de Del Curto. Ça part vertical tellement fort. Et du coup, c'est hyper stressant aussi. Donc c'est aussi pas tellement le hasard si les défenseurs ils n'ont pas fait bonne figure, parce qu'avec les fulgurances en vitesse, Davos c'est une équipe qui est chiante à jouer, et surtout t'as raison, elle était extrêmement bien préparée. Et moi j'ai eu l'impression d'avoir un système de jeu nord-américain du côté de Lausanne qui rentre en play-off, qui fait boum boum, et derrière un jeu plus posé, attentiste, et puis basé sur la tactique pure avec les qualités qu'ils avaient dans la voilà, de transition, de vitesse de transition. Alors après, à titre individuel, c'est vrai que moi, comme je l'ai dit, Frick est un joueur sous-coté et il est en train de monter en puissance. Il arrive à son prime, et Glauser c'est un joueur très important, donc c'est eux qui ont mis les deux goals. Mais on a beaucoup parlé, beaucoup loué les qualités de Joss et de Pilot, qui était dans un jour très très moyen. Là les playoffs commencent. Moi j'avais émis des doutes en début de saison sur Joss par rapport à ce que j'avais pu voir lors des derniers playoffs à Zug, et c'était l'une des raisons pourquoi il n'avait pas été re-signé. Là si vous comparez à Egli, Egli est un petit gabarit,
Egli a gagné tous ses duels, Egli a mis des checks, Egli a fait des passes décisives, Egli a marqué le goal vainqueur. Et pourtant, c'est un joueur suisse. Donc, vous voyez, des fois, c'est pas le passé du joueur qui fait la qualité du joueur à un moment donné. C'est ce qu'on a voulu dire toute la saison où on s'est fait un petit peu rattraper là-dessus. Et puis après, juste quand même, le courage du coaching staff de Davos. Parce que Visser malade, on refait un équilibre, on fait rentrer le nouveau Finlandais qui n'a pas joué. Il marque. Et on met Nakiva, le meilleur défenseur offensif, avec, on a beaucoup parlé du déséquilibre défensif de Davos par rapport à Lausanne, si on compare. Visser, Nakiva, donc surnuméraire, Visser malade, Knack et Gredig blessés. Donc, Knack, gros joueur d'impact physique aussi. Et puis Knack, surtout gros joueur d'avenir. Donc ça veut dire que ils ont bien préparé. Et en fait, pour moi, c'est qu'un match. Ce soir, il y a un nouveau match. Donc on repart à 0. Mais pour moi, Davos a très très bien préparé ce match. Et quand on a été très, très sévère avec Lausanne en disant oui, ils n'étaient pas en mode playoff. Non, c'est qu'ils ont essayé des choses. Et ils se sont retrouvés rattrapés par une équipe qui a préparé son fait contre le système de jeu de Lausanne. Et quand on a vu, on a beaucoup parlé de la passivité de Ward durant la saison, il était extrêmement énervé, extrêmement nerveux. Parce qu'il a très bien vu que ça allait être compliqué parce que en face c'était en place et c'était en train de contrer son système. C'est pour ça qu'il était énervé. Alors, Christian Ponty, justement, le match de ce soir, match numéro 2, vous le sentez comment ? Comment ça va se passer ? Alors moi, avant, je vais te répondre, mais avant, je vais juste compléter ce que Laurent a dit parce que on n'a quand même pas parlé de ce fameux powerplay qui est quand même vraiment très important. Il ne faut pas en parler. Ouais, justement. Alors moi, je vais en parler, mais je suis pas là pour détruire le. Non. Moi, ce que j'ai envie de dire, quand même déjà du match de ce soir. Ce que je veux simplement, mais parce que c'est lié. Ouais, voilà. Bah oui. Lausanne en powerplay sur ce match, c'est 0-6, dont 4 powerplay sur le deuxième tiers. Mais le problème, au-delà du powerplay, c'est qu'il est tellement prévisible ce powerplay. Et puis en plus, systématiquement, il n'y a pas de patience parce qu'on veut mettre des shoots au goal. Mais c'est pas le bon timing. Et le problème, c'est que pour moi, il manque de créativité. Et je le dis, pour moi, un Rochette doit être sur ce powerplay. Parce que c'est un des... Exactement. Mais surtout Rochette parce que c'est un des créatifs. Il faut de la créativité sur ce powerplay parce qu'il est facile à jouer en boxe. Ouais, mais vitesse d'exécution, donc circulation du puck et mouvement des joueurs. Donc en fait, à chaque fois, on contrôle le puck. Donc on arrête un petit peu la circulation. Et puis il n'y a pas de mouvement de joueur. Il n'y a pas de travail obscur sur certaines positions qui peuvent libérer du temps, une position idéale. Un job à la Boson qui faisait à un moment donné de la saison. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais Théo, par rapport à ses mains et sa vista, je ne comprends pas qu'il ne soit pas tout le temps sur le il l'a mis à la fin. Et puis, Pilot à la ligne bleue, non. Ouais, non. Je suis d'accord. Gloser, je pense qu'il peut faire mieux. Mais c'est pour ça aussi que moi, ce qui m'a dérangé, c'est que, ok, Pilot, il a eu fait des bons matchs en pipi. C'était pas son match. Mais pourquoi t'insistes ? Pilot, c'est 6 minutes 20 de pipi, Juice 5-16 et l'autre Gloser 6-18. Ce que je veux dire, c'est que Gloser, on l'a mis devant la cage. Oui, c'est ça. C'est pas son job. Mais exactement. Moi, je pense que Gloser doit prendre la place à Pilot. Et puis d'ailleurs, il avait marqué 2 goals en pipi contre Davos, entre nous, il n'y a pas longtemps. Exactement. Ce que je veux dire, alors après, je dis pas ça sur le ton de l'évidence parce qu'il y en a assez qui le disent. C'est pas simple, ça, je le comprends. Ah non. Après, c'est juste un match. Voilà, exactement. Je veux quand même rajouter un truc parce qu'on l'a dit, ça s'est confirmé. Ouais, bonne surprise. Hughes a fait un bon match à 93-18, mais Eschliman 95-92. C'est juste pour dire que oui, on oublie une chose. Eschliman, il va pas au mondiaux chaque année par hasard. Et n'oublions pas quand même une chose qui est quand même importante. C'est qu'ils ont gagné la Spengler. C'est une équipe de gagneurs. Et ça, c'est pas anodin. Je veux juste rebondir sur les gardiens. Hughes, il fait son match. Mais moi, j'ai rien contre ce garçon. Mais techniquement, il donne des rebonds, techniquement, à chaque fois qu'il fait un arrêt, j'ai peur. Je suis désolé. Et puis encore, il a beaucoup de réussite parce qu'il y a pénalité sur Nussbaumer. Lorsqu'il déjoue, il se plonge dans ses pieds là. Mais Nussbaumer, s'il shoot tout de suite au premier poteau, il y a goal. Ouais, mais à vous entendre là, vous n'êtes pas convaincu des performances de Connor Hughes. C'est pas le moment de changer de gardien et puis de mettre Pache. Non, Hughes, il a fait un bon match. On est bien d'accord. Il a fait son match. Ouais. Mais si on compare les deux gardiens, c'est qu'Eschliman a été encore meilleur. Était meilleur et puis surtout beaucoup plus propre. Beaucoup plus propre. Donc voilà, après, Pache, pour moi, je vous l'ai dit, pour moi, je le trouve meilleur. Mais est-ce que contre une équipe comme Davos, où il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de présence dans la cage... Non, mais il perd pas à cause de Hughes, ça je pense pas. Ouais, non, c'est ça. Est-ce que c'est le profil ? Donc, Hughes est beaucoup plus athlétique, donc c'est peut-être le profil qui correspond à l'équipe contre laquelle il joue. Ouais. Mais voilà, ça sert à rien de parler des heures. Il y a un match de jouer.
voilà, la pression est un peu plus grande pour Lausanne aujourd'hui. La simple différence, parce que tu peux pas te permettre d'avoir 2-0 la série contre Davos. Donc ce soir, le match est très important. Mais c'est tout. Je veux dire, ça reste les mêmes joueurs. Il y a 1-0 dans la série, peu importe quoi. Ouais, alors moi par rapport à ce soir, je rajouterai encore une chose. J'ai pas l'impression que Suomela est en grande confiance. Et le fait peut-être aussi qu'il n'ait pas beaucoup. Il marque pas trop. Hein, mais il faut voir qu'à un moment donné. Ça fait quoi, une dizaine de matchs? Non, un goal en 20 matchs. Oui, mais Philippe, à un moment donné, genre sur les 7-8 derniers matchs, il avait des 13-14 minutes de temps de jeu. Est-ce que c'est assez pour un joueur de ce type? Je pense pas. Il joue autant qu'un Kenins à un moment donné. Moi, je pense que c'est pas comme ça que tu es en confiance. Ensuite, ça, c'est mon avis personnel. Parle du profil aussi. C'est-à-dire qu'il jouait où l'année dernière? Ouais, dans le dernier club, le Hajois de la Finlande. Exactement. Donc il jouait des temps de jeu énormes. Voilà. Mais bien sûr, mais c'est pour ça. Mais d'un autre côté, ça fait partie du profil. Tu le sais que c'est un gars pour qui soit en confiance, ils doivent beaucoup jouer. 13-14 minutes pour un joueur comme ça, c'est pas beaucoup. Après, moi je pense aussi, très franchement, que lui, il aime jouer ou avec Salomaki ou avec Apala. Et c'est rien contre Rochette, c'est juste que, voilà, affinité. Moi, j'ai vu que quand il jouait avec Apala, souvent, il était bien. Est-ce que Apala est un joueur de play-off? C'est la grande question. Ben non, c'est pas ça. Mais est-ce que l'équilibre Apala-Rochette, Suomela, physiquement contre Davos, ça pourrait le faire? Je crois pas. C'est pour ça qu'il y a ces catchs avec eux. Bon, Suomela, c'est pas le problème en soi, mais ouais. Après, moi, je rajouterais une dernière chose. Moi, je ferais, c'est mon avis aussi, mais je ferais une checking line où je mettrais Kenins à la place d'un Holdener. Pour faire une ligne avec un... Pour jouer contre Bristet surtout, parce qu'il a été intenable. C'est ça. Et puis comme je dirais, pour moi, tu peux faire une belle ligne avec Pedretti, Almond et Kenins. Ouais. Ça serait quand même des poids lourds là-haut. Moi je l'apprécie pas, mais je pense que peut-être qu'il va rentrer dans le line-up parce que physiquement, il a manqué un petit peu de poids. Le problème, c'est que Ward, il a un dilemme, c'est que Kenins clairement peut apporter à l'équipe dans une second line contre Davos, mais à tout moment, il peut tuer avec des pénalités. Ça, ouais. Et on sait que pendant un long moment, Lausanne était l'équipe la plus pénalisée. Et contre Davos, ils sont à 50% pour l'instant, évidemment. Ils ont eu que 2 powerplays, c'est qu'un match. Juste. Mais il faut faire attention. Et si tu rajoutes Almond qui peut aussi des fois pénaliser, c'est un risque. C'est un gros risque. Moi, je dirais aussi, juste pour finir par rapport à ce soir, pour moi, je crois qu'il faut quand même que les buteurs de Lausanne se réveillent. Et là, je parle de Ria, Fuchs, Boson, Raffel, Sekatch. Sekatch, il est où? Sekatch, c'est maintenant. Voilà. Et puis, pour en finir avec Lausanne, je finirai par une citation que j'ai trouvée. Alors, je vous la lis. Attention. Je vous la lis. En série éliminatoire, vous avez généralement besoin d'un bon box-play, alors qu'un jeu de puissance moyen peut suffire. C'est de qui? De Ward. Geoff Ward, je pense. Geoff Ward. Ouais. Ok. Moi, je suis d'accord avec ça. Je dis juste qu'il faudrait au moins arriver à un niveau moyen. Parce que pour l'instant, ils n'y sont pas. C'est bien ça le problème. Donc, moi, je pense qu'il faut encore juste rajouter une petite chose. Et c'est mal fait pour Lausanne parce que le public était en feu au début du match. Et alors, c'est pas fini, hein, bien sûr. Non. Mais ils vont avoir besoin de ce public. Ouais, mais je reviens là-dessus, c'est que Davos a éteint un peu tout le monde. Ah ouais, non, mais Davos a éteint un peu tout le monde. Ils étaient vraiment, vraiment prêts. Et tout le monde a dit oui, premier tiers, mais sur l'ensemble du match et les chances de goal, si Davos gagne dans le temps réglementaire, il n'y a pas hold-up. Il n'y a pas hold-up. Donc voilà, ce soir. Stransky n'a pas fait un gros match, par exemple. Stransky, je l'ai trouvé empoté, beaucoup d'erreurs techniques et tout. Donc ce soir, grosse game pour Lausanne à Davos. Ouais. Mais d'ailleurs, ça leur a plutôt bien réussi en saison. Hein. Ouais. Exactement, ils avaient joué le dimanche, ils avaient gagné. Puis l'autre match était incroyable aussi, où la ligne Rochette, sauf erreur, c'était avec Kovac. Mais ils avaient bien performé à Cloten aussi. Non, mais ils avaient gagné à Davos grâce à cette ligne-là aussi. Juste. Oui. Bon, messieurs, merci pour vous être un peu étendus là sur le Lausanne Hockey Club. On a répondu un peu aussi à la question. Oui, absolument. Voilà, c'était un tout. Alors, avant de continuer, je rappelle que vous écoutez le premier bloc en version audio, vidéo. On verra. J'avoue qu'on a 2-3 petits problèmes de synchronisation. On a un réalisateur exceptionnel. Voilà, exactement. Sur votre gauche, si vous avez la vidéo, Laurent Perroton. Sur votre droite, vous avez Christian Ponty. Nous sommes toujours aux têtes de course. Bike and Coffee de Nyon à l'avenue Violier. Voilà, messieurs. On va continuer avec Fribourg. Avec Fribourg. Allez-y. Ok. Fribourg 2-0 donc de façon très convaincante face à Lugano. C'était un peu l'interrogation. Pour moi, c'était l'équipe qui avait le plus de pression pour commencer, puisqu'avec leur saison régulière et puis avec leur passé, il y avait beaucoup d'interrogations. Finalement, ils ont répondu aux attentes. Le premier match, aucun problème. Hier,
quand même un peu de réussite. Alors, ils ont complètement gagné le match, notamment, on y reviendra, mais si on regarde un petit peu le départ, tout au début du match, il y a quand même une latte de Turkov. Après, directement, Arcobello qui re-shoot sur la latte l'autre côté. Donc, tu peux sortir du premier tiers, 2-0 pour Lugano. La patinoire en feu, c'est pas du tout le même match. Donc, ça fait partie des playoffs. Après, ils ont très, très bien réagi. Évidemment, les powerplays font la différence. C'est ça aussi qui fait une grande équipe. Sorensen Wallmark, c'est tout simplement déjà 4 points. Et puis, de temps en temps, tu as une ligne t'as un joueur qui sort de l'ornière. Hier, c'était Schmidt qui met deux goals, un avec la réussite et puis l'autre, un super breakaway en boxe. Donc, ça fait très, très mal quand tu prends un goal en boxe dans des séries, quand tu joues contre le deuxième du championnat. Et puis, pour finir, on va rendre à César ce qui appartient à César. Mais non, mais la ligne Jorg, Valzer et puis Marchand, ils ont complètement anéanti la ligne à Turkov. On ne les voit pas. C'est hallucinant. C'est-à-dire que, en fait, c'est la surprise du chef parce que Marchand n'était pas forcément attendu là. C'est plutôt sur une ligne offensive. Ouais, une ligne offensive de soutien, mais c'est tellement une bonne idée. Non, mais Valzer, en plus, c'est un joueur précieux. Non, mais Valzer, tu sais ce que j'en pense. J'ai toujours apprécié ce joueur, notamment dans les playoffs. Et là, ils ont pour l'instant trouvé la bonne carburation. Je pense qu'on va réagir. Il y a beaucoup de possibilités du côté de Lugano pour changer l'effectif, que ce soit au niveau des Suisses et des étrangers. Mais là, pour l'instant, avec un manque de réussite au début, il y a 2-0 pour Lugano et pour l'instant pour Fribourg, pardon. Et pour l'instant, Fribourg fait complètement le travail. Alors, moi, j'ai marqué que finalement, Fribourg, ils ont fait des playoffs dans la continuité de la saison. Et ça, c'est vachement dur à faire parce que souvent, justement, on dit toujours que c'est un autre championnat. Eh ben non. Et puis, c'est vrai que ça commence par... Et d'ailleurs, la phrase, j'ai bien aimé à la fin du match, c'est Berchi qui a déclaré, il a dit « Attention de ne pas tomber dans la facilité, parce que si on pense qu'on a déjà gagné parce qu'on a pris 6-2, on va se faire tuer là-bas. » Eh ben non, ils ne sont pas tombés dans le panneau. Ça veut aussi dire que je pense qu'ils ont appris beaucoup. J'ai envie de dire... Pour moi, le gars qui a marqué le premier match à 6-2, c'est Wallmark qui est omniprésent. Mais je voulais quand même dire aussi un truc que j'aime bien. Voilà, Strelay, 13-22 de temps de jeu au premier match, 16-28 au deuxième. Il marque en play-off. Je trouve ça juste remarquable. Et puis, dans la continuité, il faut quand même dire un truc. Play-off, 2 matchs gagnés. Ether, il a joué 5 et 5-28. Moi, je dis chapeau du B. Parce qu'il faut avoir les coronets de mettre des jeunes joueurs et il le fait. Et parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que malgré tout, vu l'historique qu'il y a par rapport à Lugano, qui était quand même un ogre de play-off dangereux. Puis la pression de résultat. Le gars, moi je trouve Strelay fantastique. Et hier, par exemple, il se bat à un moment donné avec, comment il s'appelle le jeune Genevois qui joue à Lugano. Je sais plus son nom, j'ai oublié. Bref, Non, mais il est aussi Genevois, mais c'est pas lui. Il a été blessé, il est là depuis 3 ans. Patry. Voilà, il se bat avec Patry. Mais voilà, il se bat, mais il sort les deux. Et il envoie un gros signal. Mais c'est un jeune taureau. Et vous savez à qui il me fait penser ? Il me fait penser à Chervet dans sa jeunesse. Ouais. Et j'aime beaucoup. Et vous savez quoi ? Comme Chervet, c'est un Fribourgeois à Fribourg. Donc, on dit aussi qu'il va falloir renouveler les Fribourgeois qui sont là depuis des années. Je trouve ça très intelligent. Donc, pour dire que c'est des playoffs, ils accumulent du temps de jeu, de l'expérience et ils gagnent. Alors bon, pour l'instant, les étoiles s'alignent, on est d'accord. Ouais. Après, je vais quand même dire aussi que il y a quand même un Berra qui a sorti des performances quand même vraiment solides, mais c'est surtout par rapport à son vis-à-vis qui d'habitude est bon. Berra hier soir c'est 95-65 d'arrêt. Il prend un goal et puis à la fin, donc c'est quasiment un blanchissage. Et puis de l'autre côté, Koskinen il est à 85. Donc il y a quand même un gap en play-off. Un immense gap. Voilà, c'est juste. Puis surtout que Koskinen a souvent livré la marchandise. Pour l'instant, ils ont réussi à annihiler le premier bloc. C'est ordinaire, ouais. Justement, un petit mot sur Koskinen, massif, plus de 2 mètres sur ses patins. C'est marrant quand il est debout devant la cage. La barre transversale, c'est à la hauteur de sa ceinture. Chez nous, ça arrive au milieu du ventre, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est. Moi, c'est au niveau du cou. Mais... Ouais. Non, mais moi, je me dis, l'année passée en play-off, on était aux interviews, on était à côté, mais c'est une tour. Mais c'est une tour, mais c'est vrai que finalement. Est-ce qu'il est aussi solide qu'on veut bien le dire ? Alors, non, parce que par la saison régulière, très décevant, mais l'année dernière, en play-off, il a fait taire tout le monde. Puis là, cette année, on pensait que ça allait être la même chose, mais c'est toujours pareil. Hein. Là, on est en train de parler, il y a 2-0. Demain, ils viennent gagner à Fribourg, et c'est reparti, quoi.
Donc c'est une nouvelle série. Donc voilà, pour l'instant c'est ordinaire et décevant. Ouais, la magie des playoffs. Après, moi je vous répondrais qu'il est champion du monde, champion olympique, donc il est pas nul. Non, mais j'ai pas dit qu'il était nul. Non, mais je sais, mais c'est comme c'est Terry avec Bienne, finalement. Mais regardez comme il est pas bon actuellement, alors que tout le monde. Non, il est pas bon. Le journaliste a parlé. Il prend un mauvais goal, mais il est exceptionnel. Vous êtes fou, Philippe. Il a beaucoup joué en plus. Non, il joue beaucoup. Mais c'est pas du grand, c'est Terry. Ah si. Philippe, héros à 0. Regardez, Schmitt. Il avait loupé sa saison régulière. Hier, il met 2 goals dans un goal en breakaway, mais juste incroyable. On oublie vite. On oublie vite. Oui, non, mais j'ai pas dit que cette série était nulle non plus. Non, mais vous avez aussi dit que Josy faisait une saison moyenne. Bah oui. 1 point par match. Il vaut beaucoup mieux que ça encore. J'essaye de me rattraper comme je peux. Non, mais sérieusement, messieurs, cette série, c'est bien. Non, mais je suis pas d'accord là. Bah oui, mais il accorde quand même des buts qui pèsent quand il y a des écarts qui sont très très faibles. Il a fait une erreur hier, ça peut arriver, mais après il a fait tellement de gros arrêts. Ouais, puis il faut pas oublier une chose, c'est que cette série, sur le match de hier, je suis d'accord. Enfin, globalement, moi je pense que Terry, il joue bien. Koskinen, il s'est loupé. Mais si au prochain match, il fait 97% d'arrêt et puis il gagne 2-1, on va dire quoi et mais qui sait qu'aurait dit que Robert Mayer allait faire des playoffs comme ça je vous ai dit, sur le moment M, cette série hier n'était pas au top. Juste pour finir avec Fribourg, quand même sur les 2 matchs, c'est 25% au powerplay. Donc c'est du très haut niveau. Et c'est même peut-être pas loin du 30% de réussite au niveau des tirs cadrés sur le 3e tiers. Ils sont assez, mais à l'efficacité scoring, ils sont à 19-23. Vous savez qu'un bon ratio pour la saison régulière, un excellent ratio, c'est 12%. Ils sont énormes. Et puis il faut ajouter que hier soir, Lugano a dû prendre des risques. Parce qu'il perdait, et c'est aussi pour ça que Schmitt marque. Il a tiré pas mal sur parce qu'il joue hyper offensif et puis il se prennent un breakaway dans les dents. Donc voilà, pour l'instant, les étoiles sont du côté de Fribourg, mais comme le dit si bien Berchi, attention, c'est pas fini. 3e match est déjà demain. Ouais. Et c'est à Fribourg. Est-ce que c'est le couteau sous la gorge de Lugano ? Parce que Lugano, ils ne peuvent pas en gagner 4 de suite contre cette équipe-là. Là, on est d'accord. Non, mais je pense pas. Et puis je voulais rajouter quand même un truc qui est relativement décevant. La patinoire n'était pas pleine à Lugano hier soir. Il y avait beaucoup de places vides. Moi, j'avoue, j'étais déçu. Il y avait quand même plus de 6000 spectateurs. Mais c'est quand même beaucoup mieux que la saison régulière. Non, mais c'est 6000 spectateurs annoncés. Il n'y avait pas 6000. Non. Et regardez, il y avait tout plein. 6000 billets vendus. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas 6000. C'est pas le cas de Fribourg d'ailleurs. Vous avez remarqué, Fribourg, ils ont encore trouvé le moyen d'augmenter de 20 places. On est à 9095 maintenant au lieu d'être à 9075. Ils les ont mis je sais pas où à côté des gens. Ça fait 20 fondus de plus. À côté des banques. Bien, on en a terminé avec Fribourg. Laurent, on continue. On va sur la série Zurich-Bienne. Évidemment, on en a déjà pas mal parlé, mais c'est vraiment, on a parlé dans notre casse de plomb, mais c'est vraiment dommage sur le premier match. Hier c'est quand même dans la logique. Ils auraient quand même été dominés, mais voilà, la problématique déjà, c'est les individualités du côté de Zurich. Le premier match, Malgin a vraiment fait la différence. Et c'est là que j'entends beaucoup d'observateurs qui encensent Yakovenko. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais là, j'ai vu quand même ses limites défensives. Dans les matchs importants contre les gros joueurs, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas en NHL. C'est que défensivement, là, à les moments clés des matchs, il se fait des fois déborder. Sur des 1 contre 1, il est pas assez bon, quoi. Donc c'est peut-être ça qui fait que ça a donné le premier match à Zurich. Et puis après, toujours les mêmes problèmes. L'efficacité scoring, on a quand même des occasions, mais évidemment il y a Roubaix en face, mais on est à 7%, donc c'est très insuffisant. Et puis après, c'est sur la longueur des matchs. Et moi, je rejoins Christian sur une chose, c'est l'aspect mental. Il y a eu tellement... Tu as dû, en quelques jours, tellement de pression de résultats pour obtenir ces playoffs et finalement avec d'abord être 11e, passer à la 10e place, voire la 9e. Ensuite, aller chercher Genève qui est champion en titre et c'est un remake de la finale. Et après, te retrouver à Ambry et puis c'est une équipe très difficile à jouer. Puis là, tu te retrouves Zurich qui est premier. Ça fait beaucoup de choses. Donc je pense qu'il y a des circonstances atténuantes, mais par contre, il y a certains joueurs, comme je l'ai dit, on a parlé de Kingsley, qui ne font pas le job pour l'équipe. Et c'est bien d'avoir été en quart de finale, c'est bien d'avoir sorti Ambry. J'ai même parfois le sentiment, encore aujourd'hui, que finalement, pour Bienne, l'important, c'était
de montrer à Genève qu'ils avaient été battus injustement. Vous vous rappelez ce que exactement. Et c'est ce que je ressens aujourd'hui. Ils sont contents les Biennois dès le moment où ils ont sorti Genève. Ouais, mais vous vous rappelez ce qu'on s'est dit la semaine dernière et ce qu'avait dit Stoney, il avait été très très bon à l'interview après Ambry. Il avait dit faut vite oublier parce que le premier match il va être très important et on va peut-être le perdre parce qu'on sera suffisant et content d'être là. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce qu'à Zurich, s'ils y croient un peu plus, ils gagnent. Ouais. C'est vrai. Moi, je suis juste. Pour moi, mon impression, c'est que finalement, bien, mis à part la fatigue, ils se sont fait étouffer par la profondeur et le talent de Zurich parce que. Une équipe qui a autant. Les individus, ouais. Et puis tu regardes la défense devant, ils sont bons partout. Et puis en plus, ils sont reposés. Donc au bout d'un moment, voilà, c'est un peu le baroud d'honneur. Et juste... powerplay. Voilà, ouais, bien sûr. Powerplay, mais juste pour dire. T'as vu leur powerplay? Non, mais. Ils sont à combien, tu sais? Non, vas-y. 100%. Ouais. Donc, dès que tu prends une pénalité, tu te fais vite sanctionner. Donc il faut faire attention. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est révélateur, c'est que le top scorer à Bienne, c'est Conti. Donc c'est pas contre lui. C'est Berthier. Hier soir, c'était Conti. Ah, mais hier soir, c'était Conti déjà. C'était Conti. Mais là, avec, je sais pas s'il compte les play-in ou pas. Mais là, il était en bref, mais parce que comme Berthier a marqué hier soir. C'est juste pour dire que quelque part. Quand, comme il dit souvent, tes meilleurs joueurs sont pas tes meilleurs joueurs. Même si Conti c'est un bon joueur, Brunner il est cuit, Forster. Ouais. Alors là, il souffre mais tellement de la vitesse. Ça va un peu vite. Hein. Mais oui, mais le pauvre, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Franchement, moi pas du tout. Hier, franchement, ils ont craqué en 2 minutes sur 2 accélérations. Et puis voilà, c'était plié. Et puis alors oui, on peut dire que Sateri s'est trouvé sur un goal, mais c'est pas ça qui les fait perdre. Non. Et puis non. Faut quand même pas oublier qu'ils étaient 11e il y a 2 semaines, quoi. C'est pas un hasard. Hein. Donc je pense que. Mais attendez, c'est le genre de discours que j'aime pas trop parce que finalement, excusez-moi le terme, on s'enquiquine pendant tout. Enfin, on s'enquiquine. On bosse comme des malades pendant toute une saison régulière pour essayer d'aller en play-off. Et puis là, vous vous retrouvez. Moi, je sais pas, c'est presque que tu travailles pour rien, finalement. Mais c'est pour ça qu'une fois, il faut que tu ailles dans un vestiaire et sentir l'odeur. Tu vas ça, l'odeur, je l'ai. Non, mais c'est dur ce qu'ils ont fait. C'est très dur. C'est très dur. Et puis, au niveau des finances, on n'en parle pas. Mais là, tu as 2 matchs de plus quand même. Ouais, et puis, mais au-delà de ça, juste pour dire, pour pas tout mettre sur le dos de Matikainen, Kingsley, il est chiant aussi avec Stoney. Hein. Ouais, c'est ça. Juste. Il s'aime pas trop d'ailleurs, je crois. Hein. Non, mais peu importe. C'est juste pour dire que quand on disait au début de saison, il a mis Kingsley en tribune, regardez ce que Stoney dit. Dieu sait si Stoney il est positif. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il y a quand même aussi eu des soucis autres que simplement les blessés. Il y a eu un problème de mentalité. S'il ne change pas d'attitude, il va retomber de haut à Zug. Hein. Et puis d'ailleurs, il y a le même cas pour Ischier. Hein. Ouais. Rappelons-nous. Bien évidemment. Donc, je lui avais donné un casque de comme on dit. Quand t'as une pomme pourrie ou un nuage noir, comme tu veux. Ouais. Parce que là, Ischier va à Genève et Spacek aussi, donc faudra gérer ça. Puis juste, en parenthèse, quand même préciser une chose, Anders Olsson, vous avez vu qu'il a signé à Tyrgovie, donc ils vont devoir trouver un entraîneur. Et puis, assistant. Voilà, exactement. Qui s'appelle Beat Forster. Ouais, mais alors, il faudra un entraîneur, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais par contre, j'ai juste... qui s'est peut-être passé en dessous des radars. Attendez, je vous interromps juste 2 secondes. Il y a quelques noms qui circulent déjà, notamment entraîneur de l'équipe de Finlande qui est disponible, Jalonen. Est-ce que ce serait bien d'aller chercher un entraîneur majeur comme Berne l'a fait avec Tapola? Est-ce que c'est dans l'état d'esprit de Bienne? Est-ce que vous avez 400 000 à leur prêter? Ouais, c'est ça. C'est aussi ça. Hein. À un moment donc donné, c'est beaucoup de bruit pour peut-être pas grand-chose. Non, mais peut-être qu'ils vont mettre le budget sur l'entraîneur. Mais quand tu mets le budget sur l'entraîneur, avec tous les joueurs que tu dois aller chercher en reconstruction, même si c'est des jeunes joueurs, est-ce que tu les as? C'est toujours pareil. Hein. Ton budget, tu l'équilibres avec tes pièces maîtresses. Évidemment, l'entraîneur, c'est très important, mais s'il y a pour 2 entraîneurs qui se rapprochent au niveau des qualités, il y a 150 000 francs d'écart pour la saison, ça te fait un très bon jeune. Donc voilà, dans le choix de l'entraîneur, il y aura cet aspect financier à mon avis. Ouais. D'ailleurs, en parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu qu'ils ont signé Nicolas Muller, qui est un NCCA. Donc est-ce encore c'est une bonne pioche de Stoney? En tout cas, il y va avec les jeunes, hein, il essaye. C'est super. Ouais, exact. Moi, je pense que c'est bien. Après, pour parler de l'entraîneur, on en a parlé un peu en off. Moi, je disais, si tout d'un coup Zug venait d'être sorti, je suis pas sûr qu'il garderait Tangnes et il lui reste 1 année de contrat. Ouais. Moi, je verrais bien Tangnes à Bienne. Avec un contrat splitté en 2. Ouais, c'est ça. Alors,
Dans ces conditions-là, c'est-à-dire qu'un contrat splitté en deux, c'est-à-dire que Zouk paye une partie. Ouais, comme les joueurs de Lausanne qui partent à gauche et à droite, même principe. Ça peut être intéressant. Et Tangness a bien. Ouais, ça peut être bien. Moi, je trouve que c'est. Mais alors, toujours pareil, Tangness a bien avec comme assistant Forster. Mais on se rend compte peut-être aussi que le départ à Davos de Joss Holden a été préjudiciable pour Tangness parce qu'on voit que depuis qu'il n'est plus là, ça ne marche plus. Et puis qu'à Davos, ça marche très bien. Donc, à mon avis, il avait un rôle très important dans le vestiaire à Zug. Je trouve surtout que c'est un bon coup de Davos parce que trouver un entraîneur qui a fait de la formation en Suisse, très bon. Donc qui connaît les jeunes joueurs et après qui a fait du championnat suisse, qui connaît le championnat. Vu comme il joue à l'heure actuelle, j'aurais jamais imaginé en début de saison voir cette équipe jouer de cette manière-là. Et puis la Spengler. Ouais, exactement. Sur le Sunday. Exactement. Vous connaissez un peu ma théorie. Moi, j'aime bien quand il y a changement d'entraîneur, qu'on aille faire non pas du neuf avec du vieux, mais qu'on aille aussi un petit peu prospecter vers l'extérieur. Est-ce que Tangness, qui est quand même maintenant connu, ça, je ne sais pas combien d'années ça fait qu'il est en Suisse, est-ce que pourrait encore surprendre un petit peu? Non, mais ça reste un entraîneur extrêmement moderne. Ça, c'est un avec des méthodes actuelles, parce que ça aussi, c'est un après, mais moi, par exemple, ce que j'ai. Ça dépend des effectifs que vous avez à disposition. Mais moi, je verrais bien, parce que c'est quand même un club qui a souvent les idées novatrices, surtout qui sont liées au budget d'ailleurs, mais typiquement un Freddy Roten. Je dis pas qu'il peut être tout de suite entraîneur en Ligue nationale, mais voilà, pour moi, c'est un bon prospect. C'est une idée. À la Gianni Nazzi ou même à un moment donné à Luca Chireda. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui. Yann Cadieux. Yann Cadieux était arrivé de Biasca. C'est marrant, on est quand même maintenant dans une période où on fait de plus en plus confiance aux techniciens suisses également. Ça, c'est bien. Un peu moins aux gardiens d'ailleurs. C'est bien. Et puis sur la durée, il y a beaucoup moins de licenciements. On essaye de réfléchir à trouver des solutions pour que l'entraîneur soit dans les mêmes dispositions. Donc là, on a compris que le métier d'entraîneur est un métier difficile et tout le temps mettre la faute dessus. Si le gars il a des compétences et qu'il fait le job, le directeur sportif doit lui trouver des solutions. Ouais. Et pour moi, quand je dis souvent, mais quel est le meilleur job à l'heure actuelle dans tous les corps de métier confondus en Suisse, je dirais directeur sportif. Bien sûr. Mais c'est peut-être aussi pour ça que Stoney va peut-être. C'est vraiment le job. Si tu es un peu malin, tu travailles un petit peu, c'est pas très compliqué. Messieurs, on a dépassé l'heure d'émission. C'est la 100e. Ouais, c'est la 100e. D'accord, mais c'est pas pour ça qu'on va faire 100 minutes, je vous le dis déjà. On a déjà eu fait. Vous avez prévu une petite chanson pas écoutez, je vous ai déjà invité à bouffer, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on a encore un petit quelque chose à dire? Tiens, Berne, ouais, quand même. Bien sûr. Allez, je vous écoute. Moi je vais commencer avec Berne, mais les statistiques c'est quand même implacable. Donc efficacity scoring, ils sont pratiquement à 13%, powerplay 25%, boxplay 100%, face-off 56%. Voilà. Donc on parle beaucoup de ces stats parce que c'est ce qui te fait gagner en play-off, mais voilà, c'est implacable. Et puis évidemment que moi la force de caractère. Quand t'es mené comme ça à l'extérieur et que tu vas renverser et gagner le match finalement, ça veut dire qu'aussi il y a quelque chose qui a changé à Berne et on retrouve le vrai ADN avec évidemment du coaching, de la tactique et puis sur le papier une équipe pas comme les grandes années de Berne, mais très intelligente. Le retour de Colton Sivio, je vous l'avais dit, moi j'adore ce joueur, va faire énormément de bien dans l'équilibre de l'équipe. Donc à mon avis, une équipe qui a le potentiel pour aller dans le top 4 en demi-finale. Ouais. Moi je dirais c'est une victoire surprise, mais pas tant que ça. Ça veut dire que on sait très bien que depuis un moment de Zouk ça tourne moins bien, il y a des soucis. Ils en sont quoi maintenant à 10 défaites sur le dernier match. Bon, ça c'est une chose, mais alors franchement après 30 minutes, qui sait qu'aurait dit qu'ils allaient perdre, il faut aussi le dire. Et il parlait de statistiques, il en oubliait une importante, Giannoni à 87%. C'est pas arrivé souvent en play-off. Ouais, c'est vrai. Et bien que Reidenborg n'est pas exceptionnel, il a 89. Non, c'est juste pour dire, voilà, Giannoni moyen. À l'époque, les deux gardiens sur les goals, il y a des choses à dire. Des deux côtés. Alors justement, dans les choses à dire, Loffel, il a fait une énorme bourde qui coûte un goal, mais derrière, il s'est rattrapé magistralement un shoot incroyable. Moi, je trouve une énorme bourde, il voit pas le deuxième arriver, donc il n'y a pas de la communication. Pour moi, mais c'est quand même son goal. Pour moi, c'est son goal, mais si l'autre défenseur lui dit. Désolé au papa Loffel qui nous a écouté. Non, mais si c'est son goal,
on doit le prévenir qu'il y a un deuxième et puis il peut rimer. Et l'autre défenseur, il se décale, il lui parle pas. J'ai bien regardé les images. Ça fait partie de la communication. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'il met un goal comme ça s'il a fait step avant? Non, c'est bien. C'est le caractère. Moi, j'adore. On voit qu'il a envie de le mettre et il se déplace, marche arrière, il attend, et hop, il prend un méga shoot. Et pour moi, il n'est pas masqué là. Giannoni, il est pour lui le but. Après, je peux quand même préciser deux choses. C'est qu'il y avait quand même 2 absents de marque du côté de Zug. Hoffman et O'Neill, c'est pas. Et puis O'Neill, j'adore ce joueur. Et puis Hoffman. Donc merci l'équipe de Suisse, là aussi. Le gars qui va se faire. Il venait de rentrer de blessure. Il a fait 3 shifts et il s'est blessé. Aujourd'hui, une petite pensée pour Patrick Fischer quand il convoque les gars. Parce que je sais pas ce qu'ils vont leur répondre. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on oublie une chose, hein. C'est bien joli de dire oui, mais ils doivent aller jouer avec l'équipe de Suisse, mais c'est les clubs qui les payent. C'est ça. C'est les clubs qui les payent. Et en fait, Patrick Fischer est dans la négociation permanente. De chaise, lui. Négociation permanente avec les clubs. C'est ça. Après, je veux quand même aussi relater un fait, c'est pas anodin. Marchesi, vous avez vu ce goal? Marchini. Oh là là. Ah, magnifique. Mais c'est le plus beau one-timer avec Riyad du championnat suisse, moi je trouve. Moi je préfère Rayala et Vatanen, mais voilà. Rayala sur le shoot direct et Vatanen sur le shoot. Rayala sur le slap shoot. Slap shoot et puis Vatanen. Non, mais en one-timer, ils sont magnifiques les deux. Et puis en plus, Marchini, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il met tout le temps des lucarnes et les gardiens le savent, mais il le met quand même. Mais là c'est mi-lucarne en fait, tu vois, il le place vraiment ras du poteau. Mais il a un super timing. Magnifique. Donc voilà, quoi. C'est juste pour dire que moi je pense que ça va être très équilibré, mais j'ai l'impression quand même que Zug a du plomb dans l'œil. Et est-ce que c'est pas aussi la fin d'un cycle? On va le voir. C'est possible. C'est pour ça que je disais, si par hasard il devait être sorti au premier tour. Tu as perdu l'avantage de la glace et tu dois aller jouer à Berne. C'est pour ça que je parlais de Tangnes. Est-ce que Tangnes, ils vont pas dire voilà, on essaie quelque chose? Non, parce que l'enfer, il y a l'enfer x3, c'est-à-dire que tu as le public, tu as le système de jeu de Tapola, et puis après tu as l'intensité physique de Berne à domicile. Donc quand tu sais que tu vas là-bas, tu sais que le physio, tu pourras nous mettre des poches de glace, s'il te plaît. C'est ça. Non, moi j'ai marqué Tapola a mis une équipe qui est vouée au système avec des guerriers qui l'appliquent. C'est ça. Et ça, c'est redoutable. Je pense que des fois, t'as pas besoin d'être la meilleure équipe, mais quand tu fais ça déjà en équipe, il a eu des résultats de très haut niveau. C'est ça. C'est pas par hasard. Bien, messieurs, on a bien parlé de ces playoffs. Encore quelque chose à dire sur ce quart de finale? Non, vivement la suite, c'est ce soir. Quand même, une chose à préciser, c'est que ce soir, il y a un match à regarder à la télé sur les Monts Bleus. Exactement. Vous y serez, d'ailleurs, Laurent Perroton. Donc, c'est quel match? C'est Davos-Lausanne. Donc, évidemment que... On va parler pipi. On espère que Lausanne revienne dans la série. On espère que Bienne revienne dans la série. On veut que Fribourg, parce que plus il y a de romans, mieux c'est pour Planète Hockey et puis pour les Monts Bleus. Donc évidemment que nous on est tous derrière les romans et on espère qu'on aura le maximum de romans et évidemment une demi-finale Fribourg-Lausanne qui serait tout simplement exceptionnelle après la finale Genève-Bienne de la précédente saison. Mais ce soir, rendez-vous 19h40 avec Chris Rivera. Avec Chris Rivera, Vincent Ulrich et toute l'équipe. On sera prêt. On a une grosse équipe derrière parce que là, il faut. C'est vrai que maintenant, on a même un gars qui est préposé à la pause publicitaire parce que faut attendre le commentaire et dire que c'est le commentateur qui lance. Et il faut pas que ça soit sur un icing. Il y a différentes réglementations sur un but, etc. Et du coup, hop, on a le gars là qui arrive là après la 10e qui est prêt à appuyer sur le bouton. Non, c'est assez rigolo. C'est de la folie en régie là. Moi, j'ai une question. Si vous arrivez en prolongation, est-ce qu'il y aura un plateau après? Ouais. Okay. Mais alors la règle, c'est qu'il y a un plateau jusqu'à la 2e prolongation. C'est ce qui a été décidé par c'est pour ça qu'il y en a pas eu. Vous coucher. Non, après les techniciens restent, mais nous. Vous êtes. Et on a de la visite là. Le nouveau Biennois. Allez, viens. On parlait de Bienne justement. Johnny qui nous salue. Allez, on va dire un petit bonjour. Bonjour. Alors, c'est comment la vie à Ambry? C'était comment? Très bien. C'était très bien. En tout cas, merci pour les émotions. C'était magnifique. Et puis, quand même dire une chose. Bravo pour la Spengler. Il y a 2 ans, tu dis. Mais c'est ton palmarès du côté de... Ça fait 2 ans qu'il en parle. Il n'arrête pas d'en parler tous les jours. Mais on s'était revus depuis, non? On s'est vu cette année. Mais quand tu l'as revu, il t'en a reparlé, je pense. Ouais, bien sûr. Mais parce que je l'ai vécu, c'était incroyable. T'es d'accord? Non, c'était fou. C'était notre palmarès qui s'est passé en Brie, donc on va bien le tenir celui-là. J'en profite, Johnny. Comment vous avez vécu ces play-ins, ces play-offs maintenant à distance? Ces play-ins. Tu suis?
Ouais, bien sûr, je suis. Peut-être pas Ouais, non, je suis quand même, je dois être honnête. C'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'on aurait voulu en faire partie. Ces play-ins, c'était assez cool. Mais à jouer et puis à pouvoir être qualifié 8ème. Mais bon, ça nous a un peu emmerdé quand même d'en finir comme ça, en perdant contre Lugano et puis contre Bienne. Ouais, d'autant plus que Bienne est cramé et puis que vous aviez quand même encore du jus dans les jambes, j'ai l'impression. Ouais, je pense que l'énergie, en tout cas, on l'avait. Je pense que c'était pas le problème, mais c'était plus un côté un peu peut-être plus mental, de confiance, parce que on avait vécu une défaite contre Lugano. Il y avait beaucoup d'énergie qui a été donnée parce que c'était le derby tessinois. Contre Bienne, c'était autre chose. Et puis, je pense qu'il y a une sensation qu'on a manqué quelque chose. Vous avez loupé votre début, c'est dommage. Parce que moi, je pensais que vous allez mettre le feu au début. Puis, il faut aussi dire que Bienne a super bien joué au début et puis ça vous a coupé les pattes. Ouais, bien, ils ont joué comme des routiniers contre nous, j'ai l'impression. Ils ont joué comme il fallait. Nous, peut-être qu'on avait l'énergie, mais eux, ils avaient un peu d'expérience, j'ai l'impression. Et ils nous ont pas donné grand-chose. Donc, ouais, c'est vraiment dommage. Donc, maintenant, t'es pour Bienne. Je suis pour personne. Non, je suis pour personne. Je suis juste pour le beau jeu. Et puis, je suis quand même, je dois être honnête, parce que ça m'intéresse de voir les résultats, les goals. Donc, bon, ce soir, sur les Bancs Bleus, il y a Davos-Lausanne. Comme ça, tu pourras regarder. Ah, voilà. Peut-être. Et on voudrait un scoop. Tu sais qui ça sera l'entraîneur à Bienne l'année prochaine? Ils t'ont dit en signant le contrat? J'ai aucune idée. Aucune idée. On verra. En tout cas, bravo. Ouais, merci en tout cas de nous avoir rejoints pendant quelques instants, Johnny Neubler. Bon, moi j'allais enchaîner avec les rondelles. Les rondelles. Les rondelles, ouais. Alors moi juste déjà une statistique pure, parce que c'est quand même incroyable. Attention, on va avoir des questions là. Il faut être prêt avec Christian. 19e saison d'affilée pour Ovechkin avec au moins 20 buts. 20 buts, ouais. 19e saison. Pour respect. Moi, je veux dire, c'est bien. C'est extraordinaire. Non, mais je plaisante là. Écoutez, il fait on peut plus rien dire. Une saison un peu moyenne. Ouais, franchement. Oui. Il a moins d'impact. Non mais il ralentit. Malkin, Ovechkin a moins d'impact qu'à l'époque. Non mais en fait, c'est exactement comme Cristiano Ronaldo au foot. Ouais. Et sur la fin de sa carrière, il est du finisseur. Avant, il faisait des grands rushs en vitesse. J'espère qu'il va pas finir en Arabie Saoudite. C'est une autre histoire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la vitesse du jeu, il a beaucoup moins d'impact. Par contre, c'est vrai qu'alors sur son shoot, notamment en powerplay, il est toujours redoutable. Quand il a du temps, et qu'il monte sa canne il va moins vite, mais ça c'est normal, je pense. Je sais que ça va être cabane. Alors, je vais juste faire quand même une petite parenthèse sur les New Jersey. Je pense que malheureusement pour eux, c'est mort. Et heureusement, et tant mieux pour notre ami. Pour l'équipe de Suisse, mais bon, Ischier peut-être, Siegenthaler, on peut presque oublier. Ouais, mais j'aimerais bien savoir. Schmidt. Bah alors c'est ça, parce que en fait, Jack Allen joue. Enfin, ils ont changé les deux gardiens, mais pour l'instant, ça marche pas. Et puis, finalement, Akira Schmidt, il va jouer en AHL. Donc, ça serait bien que Akira Schmidt soit aux mondiaux. Pour une raison simple, c'est que pour la suite des gardiens, quand on a un Giannoni, Best, tout ça, il faudrait qu'il y soit. Même s'il ne joue pas tous les matchs, c'est pas grave. Mais je pense que pour l'expérience, pour la suite, pour que les gardiens suisses continuent à être au haut niveau, voilà, il est jeune, je pense qu'il a bien d'y aller. Vous me permettez de faire une petite parenthèse, puisqu'on parle d'Akira Schmidt. J'aimerais juste un mot sur Ludovic Weber, qui visiblement recule toujours plus en espérant toujours encore mieux sauter. Là, maintenant, il est dans l'organisation de Pittsburgh, mais il ne va pas jouer cette saison. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse maintenant? C'est quand même la grande saison, la grande question, Laurent. Ouais, moi je trouve qu'il a beaucoup de talent. Après, on parle beaucoup de ça, hein, mais c'est bête, hein, c'est bateau ce qu'on dit, mais être au bon endroit au bon moment. Et en fait, ton agent, quand il choisit et quand il discute avec des franchises, on sait que les franchises décident beaucoup de choses. Le problème, c'est que qui t'as devant et les chaises musicales, ça va t'amener où? Et c'est vrai qu'après cette saison où il est ballotté un peu de partout, j'espère que pour lui il va pouvoir continuer l'année prochaine, parce qu'au bout d'un moment ils vont le renvoyer en Europe et puis il va revenir à Zurich derrière Roubaix et finalement c'est un petit tour et puis il s'en va, et ça serait vraiment dommageable pour le hockey suisse et pour lui, parce que je trouve qu'il a beaucoup de talent. C'est toujours la grande question des décisions d'une carrière. Est-ce que finalement Ludo Weber il n'aurait pas eu meilleur temps d'aller jouer à Ambry comme titulaire ou à Happy, voilà, et puis se relancer? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand il arrive à Zurich, c'est un espoir et c'est une grosse perte pour Fribourg. Et au début, ils alternaient. Je ne me rappelle plus quel était le gardien, c'était Kovar. Ouais, mais d'ailleurs, ça l'a tué. Quand il a arrêté de jouer, il a perdu confiance. Et Dieu sait si les gardiens ils ont besoin de confiance. Donc après, les choix de carrière, je pense qu'au bout d'un moment, il avait besoin de changer d'air.
il a décidé d'aller en Amérique du Nord, ça s'est pas bien passé pour lui et c'est vrai que comment on va le récupérer? Après, ça veut pas dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, il peut pas le faire maintenant. Hein. Non, mais peut-être qu'aussi il prend beaucoup d'expérience et ça sera le successeur de Berra. Aussi. C'est peut-être ça son plan de carrière aussi, parce que tout ce qui lui arrive là, c'est du négatif. Mais dans la planification, c'est de l'expérience dans la planification de carrière. Le mental pour un gardien, c'est exceptionnel. Et là, je pense qu'il est en train d'apprendre beaucoup de choses sur lui-même. Ouais. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que je lui souhaite parce que je pense que on ne devient pas mauvais du jour au lendemain. Je pense que c'est un bon gardien. Ouais, absolument. Ouais, c'est ce que je pense. Vous aviez encore une ou deux rondelles, non? Ouais, j'en ai une pour Rennes-Barrère parce que celle-là, c'est quand même incroyable. Bah, il part à Laval. Ouais, alors c'est ça. Mais justement, en Mayenne ou non, mais au Québec? des fois, on oublie que Rennes-Barrère, c'est un choix de premier tour. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, les gens, ils attendent. Pour eux, les choix de premier tour au Canada, c'est super important parce que c'est super dur d'y arriver. Donc, il est attendu du côté de Laval, qui est en pleine course pour les playoffs. Donc, même à Laval, faut savoir qu'il joue dans des patinoires pleines. À Laval, c'est 14 000 personnes à tous les matchs. C'est incroyable. Donc, ça veut dire que là, le problème, c'est qu'ils sont dans la lutte aux playoffs, à couteau tiré. Et il y a déjà 3 blocs de défenseurs qui cartonnent. Donc ça veut dire que c'est un casse-tête pour l'entraîneur avant même qu'il ait mis Donc pour donner une idée, hein, le premier entraînement qu'il est allé à Laval, il y avait déjà je ne sais pas combien de jours la liste pour le voir. Et nous on le sait, eux aussi peut-être, mais un peu moins que nous, il n'a pas fait une grande saison, donc il n'est pas en confiance. Une mauvaise saison. Donc le gars il va avoir les spotlights d'entrée, ça va pas être simple. Ouais. Je vais vous faire une remarque, je vais passer d'ailleurs pour un méchant. On n'a jamais autant parlé d'un hockeyeur autrichien. Ouais, on est en train de le considérer un petit peu comme étant la relève du hockey suisse. C'est un produit suisse, mais qui ne produira jamais. Bien sûr. Pour la Suisse, on ne va pas l'oublier quand même. Mais je vais vous dire un truc. Par exemple, on parle de produits suisses. Bon exemple. On parle des gardiens suisses. Mertzlikin, ça va pas du tout. Je serais pas étonné qu'un jour Lugano mette le paquet pour les récupérer. Ça sera un sacré transfert. Voilà. C'est l'avantage d'avoir une licence suisse. Hein. Ouais, voilà, mais c'est juste pour dire que c'est un produit suisse. Si l'équipe, il doit revenir en Europe et qu'une équipe suisse le récupère, c'est un sacré transfert. Mais ça prouve aussi surtout une chose, Philippe, c'est que Reinbacher, on l'a vu jouer, c'est un talent brut exceptionnel. L'année passée, on l'a vu, moi, 5 fois. L'année passée, pas cette année. Mais je suis d'accord. Mais c'est juste pour dire que quand on l'a vu jouer, on a dit il va finir en NHL. Bon, alors maintenant, il est drafté. Mais le plus dur, c'est de confirmer. Et puis regardez, Slavkovski, la première année au Canada de Montréal, c'était super dur. Moi, je pense qu'il a le potentiel pour grandir, mais il est devenu plus lent, je trouve. Ouais. Et comme par hasard, il a pris du poids. Alors, est-ce que c'est lié? Regarde Haim, quand il est revenu, cette saison, c'était plus le même. Hein. Tous, Brunner. Ouais, moi, quand ils reviennent, Ast, la première année, c'était très très compliqué aussi. Hoffman. Exactement. On continue? Encore une? C'est fini? Ouais. Déjà? Sold out. Bon alors, le hockey sur glace, c'est bien, le hockey sur place. C'est mieux. C'est mieux. Et puis, encore mieux en vidéo. Ouais. Et puis vive le hockey roman plus que jamais parce qu'ils ont besoin de soutien, nos amis romans. Exactement. On espère que Bienne et Lausanne vont revenir dans la série et que Fribourg confirme. J'ai été un peu brusque là pour cette fin d'émission. On va tranquillement faire notre revoir aux auditeurs. D'abord, je pense que ce sera... déjà les remercier. Les remercier. Les téléspectateurs, j'ai quand même encore un petit doute, pour être très franc. Les remercier et puis des remarques souvent positives. Si jamais on cherche un régisseur. On sait pas ça n'a rien à voir avec le régisseur. On s'est pas fait que des amis, mais c'est pas grave, on en a assez. Mais voilà, on essaye d'être toujours droit dans nos baskets. Mm-hmm. Et puis on essaye d'amener notre analyse avec notre cœur, notre passion. Et je crois que les gens dans l'ensemble nous le rendent bien. Donc merci aussi au niveau des audiences où ça augmente régulièrement. Donc ça fait plaisir. Et puis on espère qu'on aura bientôt la 200e. Oui, dans une bonne saison. Ouais. Ça serait bien. On va continuer. Pour résumer à ce qui leur rend, je pense que nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler aux gens qui sont passionnés de hockey parce qu'on est des passionnés. Et puis qu'on n'est pas là pour prendre part pour un club ou un autre. Ce qu'on aime, c'est le hockey, le jeu. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'un Autrichien. Absolument. C'est un bon exemple. Absolument. Et puis on parle de pas seulement de cette émission, sur le site aussi, on a suivi. On parle de hockey. De tout le monde. Voilà, c'est ça, de hockey avec passion. De hockey international. Et c'est pour ça que ça s'appelle Planète. Ok. Merci, messieurs, encore une fois, de cette participation à l'émission. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis en ce mardi prochain. Premier bloc, mardi prochain avec
On espère des images de bonne qualité. On verra ce que ça donne aujourd'hui. Et n'oubliez pas donc qu'on est vraiment en plein play-off et vibrer avec ce magnifique sport qu'est le hockey sur glace, mais à tous les niveaux. Parce qu'il y a l'élite, mais il y a également les juniors, il y a les dames. On a une belle finale également. Je ne sais pas si vous avez vu la finale. Aussi, qui n'est pas finie. D'ailleurs, Berne a bien rétabli la situation. On fait attention surtout parce qu'on sait qu'on va avoir des questions. Voilà, absolument. Parce qu'on cherche toujours à vous coincer. Et puis il y a les juniors, il y a les élites, il y a les tops. Bref, allez dans les patinoires, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner aujourd'hui. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et à bientôt. Bye bye. Bye bye.